et nous allons simplement écouter sa voix. Monsieur Fran, m'entendez-vous? Oui, je vous entends très bien. Nous avons un petit problème de connexion. On ne vous entend pas bien. Nous allons essayer de nouveau. Si nous n'arrivons pas à vous écouter et vous voir, on vous demande de ne pas partager l'écran, donc d'éteindre la vidéo. Et parce que si on a le son et l'image active, on ne vous entend pas bien. Donc, on va essayer, mais si on ne vous entend pas. Donc, je ne veux pas partager l'écran, je ne veux pas envoyer les images. Bonjour à tous. Alors, ce que je veux partager avec vous ce matin, c'est l'expérience intéressante sur le travail d'ouvrir un musée, dans un monastère carmélite, comme je disais avant, qui est de 1710. Cet édifice a été déclaré monument national de premier ordre par l'État péruvien et donc a une protection spécifique de la part de l'État et aussi une protection internationale de l'UNESCO parce que l'édifice se trouve dans le centre historique d'Arequipa qui a été déclaré par l'UNESCO patrimoine naturel de l'humanité. Donc il y a toute une série de contraintes, de limites pour faire des modifications. Donc, le monastère est encore habité, heureusement, par la communauté des carmélites cloîtrés. Donc, le musée naît après un épisode négatif parce qu'il y a eu un tremblement de terre très, très fort qui a détruit beaucoup de monuments, beaucoup de bâtiments modernes. Et il y a eu aussi des victimes, malheureusement, parce que Arequipa se trouve dans une zone volcanique active. Donc, de nombreux bâtiments historiques se sont écroulés, même une tour de la cathédrale est tombée. Quand vous allez pouvoir voir les images, vous allez pouvoir vous rendre compte de la gravité de ce tremblement de terre. Il y a eu une grande destruction, mais de l'autre côté, il a représenté un début pour des travaux comme celui qu'on a fait à Santa Teresa. L'ICROM en Italie a proposé son aide pour sauver les biens culturels en danger. Il y a 2 restaurateurs qui sont venus du Chili aussi. Ici à Arequipa, on a organisé une équipe avec d'autres restaurateurs pour pouvoir sauver les œuvres artistiques des églises et des musées qui avaient été endommagés. Donc, on a travaillé pendant une dizaine de jours et nous avons pu sauver plus de 2000 objets culturels, de peintures, de sculptures, des livres. Quand je dis que nous avons pu les sauver, c'est parce que nous les avons enlevés de l'espace qui aurait pu s'écrouler et nous avons pu les mettre dans des dépôts et des endroits où ils étaient conservés. À partir de ce travail de sauvetage, nous avons eu un contact aussi avec les sœurs de Sainte Teresa et pendant qu'on faisait ce travail de sauvetage des biens culturels à risque, nous avons pu voir la qualité, la quantité des collections de Sainte Thérèse. Donc, ce travail était très important et je veux souligner que les religieuses ont participé. Elles nous ont aidés à sauver, à retrouver, à reprendre tous les tableaux, les sculptures pour pouvoir les déplacer dans des endroits sûrs. Donc, les restaurateurs avec les religieux, on a pu prendre conscience de l'importance des objets qui se trouvaient à Santa Teresa, des œuvres merveilleuses d'auteurs importants.
des œuvres uniques, extraordinaires. Donc, nous avons parlé avec les religieuses et nous avons pensé qu'il y avait vraiment la possibilité d'ouvrir une salle pour pouvoir exposer certains des objets. Donc, on a parlé un petit peu de cette idée. Et moi, je sais que les religieuses ont parlé de tout ça. Une fois cette œuvre de sauvetage terminée, les religieuses nous ont appelés, ma femme et moi, parce qu'elles étaient prêtes à ouvrir un espace plus grand comme un espace muséal. Et donc, elles nous ont demandé de réaliser ce projet qui était le projet le plus important que nous avons fait dans notre vie. Donc, nous avons fait tout un travail de catalogage. Nous avons accepté le travail et nous avons commencé à concevoir ce projet. Tout d'abord, on a préparé un véritable inventaire, une liste des œuvres pour comprendre ce qu'on avait. Et décider avec les religieuses quels espaces on aurait pu utiliser pour réaliser ce musée. Comme je dis, le monastère est un édifice du XVIIe siècle qui a des contraintes. Avec les religieuses, nous avons vu quelle était la partie la plus adaptée à la réalisation d'un musée, donc la partie du cloître, de l'infirmerie. Donc, dans le cloître, nous avons identifié l'endroit où mettre le musée. Quand nous avons choisi l'espace physique, nous avons continué le travail d'inventariage. Les religieuses ont participé, elles ont fait des équipes et ce travail d'inventaire est devenu une sorte de nouvelle tâche. La supérieure divisait le travail avec les autres sœurs et elle travaillait avec nous dans ce travail d'inventariage. Donc, le premier inventaire a été une liste où on avait juste le titre, le matériel, la date, la technique. Et nous avons créé une fiche très, très simple pour pouvoir utiliser la collaboration des religieuses qui n'avaient pas de notions d'histoire de l'art ou de conservation. Et donc, nous avons choisi une fiche d'identification très, très simple. Et pendant qu'on faisait ce travail d'identification des œuvres, nous avons fait aussi un travail de reconnaissance des œuvres qui auraient dû représenter une partie de la collection permanente de notre musée. Par exemple, il y avait une malle de la créativité qui est d'origine sub-andin, qui est arrivé au monastère vers 1720-1730. Et il s'agit d'un objet très intéressant. C'est une malle énorme, la plus grande d'Amérique latine. Donc, il s'agit d'un travail extraordinaire et j'espère que vous allez pouvoir le voir depuis des objets d'ivoire, d'argent, d'orfèvrerie, une véritable collection de gravures d'origine européenne, de gravures sur papier, et certaines avaient même des notes en disant qui avait réalisé cette image, la plaque utilisée pour faire cette gravure. Donc, nous avons pu faire des comparaisons avec d'autres collections. Il s'agit d'une collection unique. Donc, nous avons recensé toutes ces œuvres et nous avons pu donner au musée un aspect Donc, nous avons pu construire des expositions thématiques. Donc, tout ce travail de sélection et d'inventoriage
a duré 1 an. Et une fois réalisé cette sélection, nous avons commencé à faire le véritable travail de méthodologie, de muséologie, préparer la présentation des objets, comment organiser l'exposition, l'éclairage, tous les aspects techniques. Nous nous sommes adressés à des experts, bien entendu, pour avoir les meilleurs résultats, pour pouvoir voir les œuvres et en même temps bien les conserver. Donc, ça a été un travail très minutieux que nous avons fait avec les religieuses pour pouvoir présenter les objets sans courir des risques dans la conservation. Nous avons mesuré, par exemple, l'éclairage et les aspects potentiellement polluants. Et puis aussi l'aspect financier. Et la communauté a compris qu'il fallait faire un investissement régulier. Moi, je crois que Santa Teresa est peut-être le seul musée qui a dû faire un emprunt de la part d'une personne amie qui a prêté de l'argent, puis cet emprunt a été remboursé. Mais c'est intéressant de souligner cet aspect. Étant donné que les fonds n'étaient pas suffisants, ils ont fait un emprunt. Donc, ils ont préféré faire un emprunt pour pouvoir continuer ce projet. Et ceci montre un aspect intéressant au cas que je suis en train de vous présenter. Après tout le travail de préparation pour réaliser la structure, nous avons commencé à mettre les œuvres. Nous avons réalisé les textes, les traductions. Les textes sont en espagnol, qui est notre langue, et en anglais pour les visites des touristes. L'anglais est la langue la plus diffusée après l'espagnol. Et puis, après 4 ans de travail, nous avons pu ouvrir le musée. Il s'agit de 13 salles d'exposition, il s'agit de salles thématiques. Nous avons un système de travail très intéressant. Le musée a 2 directions. Une direction administrative gérée par les religieuses avec l'aide d'une consultante et la direction du musée. Les deux avancent parallèlement. D'un point de vue économique, nous n'avons pas beaucoup de fonds, mais nous arrivons à couvrir les dépenses. Donc, il y a ce travail conjoint entre la direction du musée et la direction administrative. Et puis, il y a des directions des collections. Et moi, je suis le responsable. Donc, tout l'aspect de la conservation, de la restauration, dans le cas où cela est nécessaire, la façon d'exposer les œuvres. Nous avons différents services. Nous avons des ateliers de restauration qui s'occupent des collections du musée, mais qui s'occupent aussi d'objets extérieurs ou de collections privées d'autres monastères qui nous ont envoyé des œuvres d'art que nous avons conservées, restaurées dans le musée. Et il s'agit d'une autre source de finances pour ce musée. D'un point de vue administratif et d'un point de vue légal, le musée fonctionne selon le concordat qui arrive entre l'État péruvien et le Vatican. Il s'agit d'un concordat qui donne des libertés d'agir d'un point de vue économique tout en respectant la législation du Pérou avec un statut spécial. Par exemple, le musée ne paye pas d'impôts à l'État du Pérou. Et nous avons une économie qui est encore pauvre, mais cette possibilité de ne pas payer d'impôts grâce au concordat nous donne la possibilité de mieux gérer tous nos fonds. Nous sommes obligés
à nous inscrire dans le registre du ministère de la Culture. Et cette inscription est faite constamment. Donc, le travail de catalogage initial a été une véritable liste, mais le travail d'inventaire est un travail qui continue. Et c'est un travail que nous faisons en tant qu'experts et on a collecté des données très importantes aussi dans un domaine d'art universel et peut-être nous allons pouvoir publier un catalogue complet de toutes nos œuvres pour qu'on puisse faire connaître notre musée à l'étranger. Nous avons des guides dans différentes langues, en anglais, en français, en italien, en portugais. Nous avons des guides pour pouvoir visiter le musée. On essaie de faire en sorte que toutes les visites soient des visites guidées parce que le musée est conçu de façon à ce que le visiteur puisse mieux connaître les objets s'il est accompagné par un guide. On peut le visiter aussi de façon indépendante, bien entendu, parce que dans toutes les pancartes, il y a des explications détaillées. Mais nous croyons que tout ceci aide le musée pour pouvoir profiter de la beauté de ces objets. Pour ce qui est de l'approche au bâtiment, il y a une série de contraintes, de normes spécifiques pour la conservation. Quand nous avons conçu le musée, nous avons utilisé l'architecture originale de l'Institut pour pouvoir placer les objets dans les niches. Nous avons créé des vitrines pour ne pas endommager l'édifice, pour qu'il reste tel qu'il est. Donc, on a créé des panneaux d'information qui peuvent être vus, mais qui effleurent à peine les murs du bâtiment. Donc, nous n'avons pas touché la structure du bâtiment. Et cette façon de construire les vitrines, donc la façon d'exposer, a été tout à fait acceptée par le ministère de la Culture qui n'a trouvé rien à dire. Au contraire, cela représente une bonne pratique du monument. Un autre aspect important est qu'après la pandémie, le musée a été fermé à partir du mois de mars de 2020 et il est encore fermé. Maintenant, au mois de mai, le mois de mai, qui est le mois de musée ici chez nous, il va être réouvert, peut-être le 18. Mais bon, avant la fin du mois de mai, le musée sera réouvert. Nous voulons donc pouvoir réouvrir au plus tôt. Pendant les 2 années où le musée a été fermé, on a travaillé pour amener le musée à l'extérieur. Donc, nous avons fait des publications. Nous avons publié aussi dans un journal local. Nous avons un peu avancé les aspects du catalogue qu'on aimerait créer. Il y a eu des publications hebdomadaires et c'est un aspect intéressant parce que les personnes se sont rendues compte et elles ont compris. Malheureusement, c'est bloqué. Es muy importante que el museo sea conocido por tocar. Non, nous sommes désolés. On entend très, très mal. Un autre aspect intéressant par rapport à la façon de présenter nos collections, c'est que nous avons différents niveaux. C'est fini. Profesor Fran, interrumpa, quite la pantalla, la conexión de pantalla y le escucharemos seguramente.
No comparta pantalla, no comparta pantalla, hable únicamente. No comparta pantalla, no comparta la pantalla y hable. Éteignez la vidéo. On fait seulement une liaison avec le son. Alors, j'espère que vous m'écoutez. Je suis vraiment désolée d'avoir une mauvaise connexion, mais je voudrais dire que l'exemple de Sainte Teresa est important pour la communauté des carmélites qui est sortie. Et cette possibilité de la communauté de sortir a été importante, de prier et de pouvoir se projeter vers la communauté internationale grâce au musée. Et puis un autre aspect important, on est arrivé aux personnes, on a partagé la possibilité de voir les collections en travaillant ensemble. Et on a sauvegardé une partie du bâtiment historique. J'espère que vous m'entendez. Je voudrais vous remercier énormément pour votre attention. Je suis désolée pour les problèmes techniques, mais comme je l'ai dit au début, je suis heureux d'avoir pu partager avec vous cette expérience. Merci.